Alors maintenant, on va passer quand même à l'objectif principal. Donc, je vais vous présenter Monsieur Marc Amy, qui est vice-président, son titre est là, donc vice-président Corporate Affairs. Bon, ce sont les affaires générales, surtout internationales. Donc, Marc Amy a un cursus d'ingénieur de l'aviation civile, en étant passé auparavant par l'école prestigieuse normale supérieure de la rue d'Ulm, dans une option mathématiques appliquées. Voilà. Et puis il a opté donc pour l'aviation civile. Et Marc a suivi pendant de nombreuses années un cursus en prenant des responsabilités de plus en plus croissantes sur la direction de la navigation aérienne, puisqu'il en était devenu le directeur. Il a été chef de cabinet de deux ministres, et bon, il pourra peut-être vous donner des détails. Et donc, chef de cabinet, vous savez que c'est un rôle ingrat, difficile, puisque c'est là où finalement on approfondit le plus des sujets. Alors, les ministres en question, évidemment, portaient sur le transport, sur l'environnement et sur l'aviation. Donc, ça a été une autre occasion pour Marc de regarder le sujet sous l'aspect politique. Et puis finalement, il est venu pantoufler dans l'industrie, comme l'on dit, et il a accepté donc de céder aux sirènes industrielles, et il est devenu chef de cabinet de Brégier, que nous avons bien connu, qui était le CEO d'Airbus. Et puis là maintenant, il a pris un poste plus opérationnel, donc sur ces affaires que je viens d'indiquer, internationales pour Airbus. Bon, la conférence de Marc, il va la présenter, il va porter surtout sur ce rôle de pionnier, l'aviation durable, et de quelle façon donc Airbus veut s'y prendre et veut répondre à la demande de la société, les demandes dans les deux axes qui sont la demande du transport, et pourquoi, et deuxièmement, la minimisation des effets sur le climat. Voilà, donc on va écouter tout ça avec attention. À toi, Marc. Ça marche. Bonsoir à tous. Très heureux et honoré d'être avec vous ce soir, de revoir des anciens collègues, amis, et d'être là avec vous ce soir. Donc le titre tout d'abord, Airbus pionnier d'une aviation durable pour un monde ouvert et respectueux de l'environnement. Donc le cœur du CG, bien sûr, c'est l'environnement et le climat, sujet d'actualité, qui touche toutes les entreprises et plus particulièrement l'aéronautique et Airbus. Donc vous expliquez comment Airbus se positionne par rapport à ces enjeux et en même temps une vision, peut-être un éclairage un peu plus politique effectivement sur la situation du monde et le rôle de l'aviation dans le monde. Donc un éclairage peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de présenter, mais qui pour nous est très important. Ça ne devait pas être le bon. Allez. Alors, bon, souvent les planches sont en anglais. Évidemment, on travaille dans un milieu international, mais je vais les expliciter en français. Donc Airbus est un acteur important du transport aérien mondial. C'est le leader de la construction aéronautique. Donc on représente à peu près 50% du marché mondial de l'avion commercial dit de plus de 100 places. Mais c'est intéressant de regarder le rôle du transport aérien, surtout au moment où il est assez critiqué dans son rôle, dans ses missions et dans son impact environnemental. Et bon, alors après, je vous montrerai des chiffres, parce que je pense que c'est aussi important de faire parler les chiffres. Mais d'une manière générale, vous trouverez dans un rapport de l'ATAG, donc Air Transport Action Group, qui est une association internationale qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'aérien, donc aussi bien les constructeurs aéronautiques, les services de navigation aérienne, les aéroports et les compagnies aériennes. Et tous les 2-3 ans, cette organisation sort un rapport qui s'appelle « Les bénéfices de l'aviation au-delà des frontières ». C'est un ouvrage très, très bien documenté et qui montre un petit peu l'impact de l'aviation à travers le monde. Et ce qu'on y trouve, c'est qu'en fait, l'aviation
génère de la croissance économique, des emplois, est un facteur de croissance et de prospérité. Et je vous montrerai des chiffres après, mais c'est vrai que c'est intéressant de se pencher sur cet aspect-là, de ce qu'un secteur économique, un secteur industriel peut apporter à la société, à l'économie. Et je vous montrerai les chiffres après. Un autre aspect qu'on souhaite développer, c'est à la fois les relations entre les gens et entre les peuples et entre les pays, entre les cultures. Vous le savez, il y a à peu près 4 milliards de voyages par an en avion. Ça ne veut pas dire que 4 milliards de personnes voyagent, certains voyagent plus, mais ça montre quand même l'étendue de ces échanges. Et dans un monde qui peut-être a tendance quelquefois à se replier un peu, des pays qui se replient sur eux-mêmes, on pense qu'avoir un mode d'échange direct, en parallèle de l'Internet, qui aussi permet une couverture mondiale, mais les seuls moyens qui permettent à des gens de communiquer en moins d'une journée, c'est soit l'Internet, soit l'avion. L'avion permet de se projeter à l'autre bout du monde en une journée, et là, vous pouvez découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Et on est convaincu que ça, et on le verra à la fin, ce sera un peu la conclusion, c'est bénéfique pour le monde. Ça permet un monde qui se comprend mieux. Et aussi, c'est une richesse pour chacun de pouvoir se projeter à l'extérieur, de découvrir. Je pense que vous êtes tous, pour beaucoup, des passionnés de l'aviation, mais vous aimez aussi les voyages. Et ceci est un enrichissement pour tout le monde. On observe d'ailleurs que dans la croissance des pays en voie de développement, dès que les gens acquièrent un certain niveau de vie, ce dont ils rêvent, c'est de voyager. C'est de connaître les autres. Pas simplement à travers les médias, mais vraiment d'aller au contact des autres, de les découvrir. Donc on considère que c'est une richesse et que cette richesse, il faut la préserver. Après, sur un plan plus économique, et on le verra aussi dans les chiffres, c'est un moyen d'échange à la fois de personnes et de biens. Et cet échange-là permet une certaine fluidité à travers le monde, donc à la fois du savoir, et de l'apport des technologies, et que ceci conduit finalement à améliorer la vie de l'ensemble des gens sur la planète. Vous savez qu'on a transporté beaucoup de vaccins pendant le Covid par avion, même si le reste du transport aérien c'est un exemple un peu particulier, un peu critique, mais c'est vrai que les avions, hélicoptères aussi interviennent dans les situations d'urgence. Vous avez vu, et on a malheureusement tous vécu dans le passé des crises, soit liées à des catastrophes naturelles, soit des crises de la faim, etc. Et vous avez tous vu débarquer des avions de Médecins sans frontières et d'autres qui apportaient quelque chose aux populations qui étaient isolées ou affectées par des crises. Ça, c'est aussi un outil qui intervient de manière exceptionnelle, très visible, mais qui apparaît de manière moins visible en continu. Les médicaments continuent de voyager en dehors de la crise du Covid. Des nourritures continuent à être apportées. Et puis, il y a tout cet échange culturel et ce savoir. Évidemment, les étudiants aiment aussi voyager. Aiment aller dans d'autres universités. Et les pays qui se développent veulent aussi avoir accès à cette connaissance avant que leur propre université atteigne le niveau nécessaire pour développer cette connaissance. Donc tout ça crée une richesse mondiale qu'il ne faut pas négliger, ne pas oublier quand on traite de ces questions-là. Alors j'ai directement passé à la slide suivante qui met ça un petit peu en chiffres. Donc ce que estime la TAG, c'est qu'en gros, l'aviation génère 90 millions d'emplois dans le monde. Donc, ça n'est pas neutre, c'est la construction aéronautique, c'est les compagnies aériennes, c'est les aéroports. Donc, ceci génère à la fois des emplois et de l'activité induite. Vous savez qu'un emploi souvent en induit un autre. Et évidemment, l'aviation est un facteur de déplacement des personnes et un vecteur du tourisme. 58% des touristes internationaux viennent et voyagent en avion. Donc pour la France, qui est l'un des premiers pays visités au monde, ça veut dire qu'effectivement, l'aérien est essentiel pour maintenir ce niveau d'accueil des touristes, et ça représente en France une activité importante. Quelques chiffres particuliers pour la France. Donc il y a à peu près 350 000 emplois directs
dans l'aviation, dans le secteur aérospatial, tout confondu. On est riche de constructeurs aéronautiques, de compagnies aériennes, on travaille dans le spatial, on travaille dans la défense. Donc 350 000 emplois directs qui génèrent à peu près 1 million d'emplois indirects. Donc 1 million d'emplois, 100 milliards de revenus annuels, ce qu'on appelle de contribution au PIB, et 20 milliards d'excédent commercial. C'est la seule activité industrielle en France qui génère un tel excédent commercial. Vous savez que malheureusement notre pays est assez déficitaire. Ça génère à peu près, on m'a dit, 22 milliards pour l'an dernier, qui est de loin le premier domaine exportateur et qui permet à la France d'équilibrer un petit peu son commerce international. Juste derrière, un peu plus loin, ce sont les vins et les spiritueux. Donc vous voyez, une toute autre activité. Donc vous avez tous ces chiffres qu'on peut retrouver par région, etc. Vous voyez que c'est assez bien distribué, que partout l'aviation, par son caractère international, apporte des emplois, apporte du développement économique, permet de développer des activités industrielles, permet de développer le tourisme. Beaucoup de pays vivent sur le tourisme, et notamment le tourisme longue distance. Alors après, il y a tout un débat sur le tourisme lui-même et la préservation de l'environnement. On y reviendra après. Mais donc tout ça pour rappeler la valeur ajoutée qui, au total, fait 4% de la richesse mondiale, assez directement. Quand on prend tous les effets induits, certains pensent que ça peut aller à 8-9% de la richesse mondiale gérée par l'activité aéronautique mondiale. Donc c'est quand même un facteur de notre société, de son modernisme, la possibilité d'accéder à tout point de la planète en une seule journée, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres personnes. Et en même temps, c'est quelque chose qui crée de la richesse mondiale de manière assez importante. On pourra bien sûr revenir sur ces questions après si vous avez souhaité des opinions. Donc on parle beaucoup d'environnement et de climat, et ce sera le thème central malgré tout. Mais vous devez connaître aussi les Sustainable Development Goals des Nations Unies, donc qui a défini tout ce qui concourt finalement un peu ce qu'on peut appeler le bien-être de la population, l'aide à son développement. Et quand on fait la liste, on s'aperçoit que l'avion contribue à beaucoup de ces SDS. No Poverty, j'ai dit, l'avion est un moyen de développer une richesse plutôt globale et de lutter contre la faim, zéro hunger, et contre la pauvreté. Et là aussi, on a des chiffres assez précis. Vous avez 35 millions de tonnes de nourriture urgente amenée par l'aviation, par exemple. Le bien-être, évidemment, qui vient lui-même aussi d'un certain développement économique. L'aviation y contribue. Je l'ai dit aussi, l'éducation, la qualité de l'éducation, c'est très important de transmettre les savoirs. Alors, on est en Europe, on est dans des pays extrêmement riches de savoir et de culture, mais on a un programme d'échange européen qui est très très connu et très apprécié des jeunes, permet d'aller d'un pays à l'autre, mais aussi globalement, la qualité de l'éducation mondiale peut s'appuyer sur ce déplacement. Des métiers décents, l'aviation, que ce soit dans les compagnies aériennes, les aéroports, les constructeurs, sont des métiers qualifiés, sont des métiers correctement rémunérés, qui ont une forte valeur ajoutée pour l'économie et pour les gens eux-mêmes. Et on peut le voir dans la région toulousaine. C'est quand même un facteur de richesse pour cette région et de donner à la fois un certain niveau de vie et des métiers intéressants, souvent passionnants, à toutes ces personnes qui travaillent dans le secteur. C'est une industrie innovante, pionnier c'est très innovant et on verra à quel point ça l'est en termes de performance. Mais on travaille sur les matériaux, on travaille sur l'énergie, on travaille sur la propulsion, on travaille sur l'aérodynamique et beaucoup d'entre vous pourraient en dire certainement beaucoup plus que moi sur le caractère innovant de cette industrie. Voler demande beaucoup d'ingénierie et de créativité, et ça s'est toujours poursuivi au cours des âges, et donc ça reste un secteur d'une étonnante capacité d'innovation, et j'espère vous montrer ce soir que ça continue et qu'on va pousser encore plus loin l'innovation.
Life on land, on le verra aussi, l'un des intérêts de l'aviation, c'est que s'échappant du sol, on a moins d'impact sur les sols, sur les habitats, sur la nature, etc. Et donc c'est aussi un moyen, finalement, un mode de transport qui a ses avantages. On est évidemment partenaire de l'ensemble de la société sur ces objectifs. On a une politique dite ESG, de responsabilité sociale et environnementale, chez Airbus, mais chez de plus en plus d'entreprises, ça devient quasiment obligatoire. Hein. Et donc on assume cette responsabilité sociale. Et enfin, l'action climat, bah oui, l'aviation, bien sûr, comme tout le monde, doit se décarboner. Alors, bon, d'abord, la question climatique en perspective. Je ne sais pas si vous connaissez ce graphe qui résume un petit peu l'ensemble des émissions de CO2 et l'ensemble des émissions globales ayant un effet sur le climat, parce qu'il n'y a pas que le CO2, et les contributions respectives des différentes activités humaines. Donc je ne sais pas si vous voyez l'aviation. Donc l'aviation est ici. Alors on dit 1,9% ici, mais c'est 1,9% de la partie énergie des 73%. Donc vous voyez bien qu'une grande partie des émissions et des émissions de carbone, de CO2, viennent de l'énergie qui est utilisée sur Terre pour la vie courante, pour l'industrie. Hein, donc l'énergie qu'on met dans les voitures, pour le chauffage, etc. Essentiellement, malheureusement, encore du charbon, du pétrole, du gaz, donc qui émettent beaucoup de CO2. Un peu d'électricité décarbonée, mais pas encore assez. Et donc l'enjeu va être de remplacer toute cette énergie qui vient de ce qu'on appelle les énergies fossiles par de l'énergie décarbonée, et notamment de l'électricité décarbonée ou de la biomasse. Et donc, globalement, l'aviation représente 2,5% des émissions globales de CO2 et 3,5% de l'ensemble des activités humaines générant le réchauffement climatique, si on ajoute donc les activités non CO2. Vous voyez sur la partie gauche, l'agriculture, la forêt, etc. Ça génère notamment du méthane, qui est un gaz aussi à effet réchauffant comme le CO2, et il reste moins longtemps dans l'atmosphère, mais il a un effet beaucoup plus fort. Donc, alors on n'émet pas de méthane, on émet du NOx, et puis on a ce qu'on appelle les nuages de traînée, alors qu'il y a un effet refroidissant dans la journée, mais un effet réchauffant dans la nuit, et donc il peut avoir un effet réchauffant global. Donc il faut aussi tenir compte de ces facteurs. Donc 2,5% sur le CO2, 3,5% au total de l'impact sur le climat des activités humaines. Alors ce qui est un peu unique dans notre secteur, je ne sais pas si vous le savez, si c'est connu, c'est qu'il y a une unité absolument totale au niveau mondial de notre secteur, l'aviation internationale, à s'engager dans l'accord de Paris. Donc il y a 2 ans, au sein de cette association LATAC qui regroupe les compagnies aériennes, les aéroports, les constructeurs et les services de navigation aérienne, a été pris l'engagement de la neutralité carbone, d'arriver à net zéro émission de CO2 en 2050. Et donc ça a été validé par tout le secteur aéronautique mondial, représenté dans cette association. Ça a été suivi, donc ça c'était en 2021, ça a été suivi en 2022 d'un vote assez historique à l'Assemblée de l'OACI. Donc vous savez qu'on a un organisme depuis 1944 international de l'aviation civile qui définit les règles et les objectifs généraux de l'aviation civile internationale. Eh bien, cette organisation a adopté une résolution qui donne un objectif global. Alors on dit aspirationnel, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est légalement obligatoire, mais c'est une aspiration de l'ensemble des pays mondiaux. Il y a 193 pays au sein de l'OACI, de travailler ensemble à cet objectif qui est d'arriver à un net zéro CO2 émissions 2050. Donc à la fois la partie gouvernement, État et la partie industrie sont associés dans le même objectif, à arriver à la neutralité carbone en 2050, qui est l'un des objectifs centraux de l'accord de Paris pour respecter l'objectif d'un réchauffement limité à 1,5 degré Celsius. Donc toute l'aviation est engagée dans cet objectif au niveau mondial. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples de secteurs industriels qui ont ce même engagement clair au niveau international.
Alors où on en est? On peut dire qu'on a fait la moitié du chemin, comme vous le voyez. Ça, c'est au cours des 30 dernières années l'amélioration de la performance des avions. C'est-à-dire qu'on a diminué par 2 la consommation de carburant et donc les émissions de CO2 de nos avions. Ça ne veut pas dire qu'on a divisé par 2 les émissions de l'aviation globale, parce qu'il y a une croissance du trafic aérien en même temps. Mais sur un plan technique, donc, on a réussi à diviser par 2. Je ne sais pas si vous connaissez la performance aujourd'hui d'un avion moderne, ce qu'Airbus vend. C'est 62 grammes de CO2 au kilomètre passager, c'est-à-dire en gros 2 litres au 100 km par passager. Donc ça, c'est la performance d'un avion moderne. Donc je pense que vous avez tous plus ou moins une voiture et vous pouvez comparer la performance 2 litres au 100 km par passager. Donc on est arrivé à un niveau de performance de l'avion très très important. C'est ce qui rend aussi l'avion accessible, parce qu'évidemment le carburant est un élément important du coût du transport. Et ce qui fait aussi qu'on arrive à une performance comme ça, donc montre qu'on a vraiment fait des efforts colossaux pour arriver à une efficacité énergétique sur ce mode de transport. Alors, donc l'idée, c'est d'arriver à 0. Donc on peut dire qu'on a fait la moitié du chemin. La moitié qui est devant nous n'est pas forcément la plus facile, mais c'est la plus intéressante, je dirais, celle qui va nécessiter encore plus d'innovation, d'idées nouvelles pour arriver à cette neutralité carbone. Et donc c'est la trajectoire qu'on se donne, et on va voir exactement dans quel détail on va y arriver. Vous avez en haut les générations d'avions telles qu'elles existent aujourd'hui, j'y reviendrai, et tout à droite, un avion beaucoup plus innovant, qu'on appelle le 0i. Alors, comment on construit cette trajectoire pour arriver à net zéro en 2050 ? Donc, en partant de la gauche vers la droite, vous avez les années et la croissance du trafic aérien. Donc, évidemment, le Covid a fait chuter énormément le trafic aérien. Vous ne l'apprenez pas. Et on reprend une certaine croissance petit à petit. On n'a pas encore tout à fait rattrapé le niveau de 2019. Mais on pense que, et on l'a vu quand même, les passagers sont revenus assez vite dans les avions, ce qui montre que les gens ont besoin ou aiment voyager. Alors, quelquefois par nécessité, vous avez 300 millions de personnes dans le monde qui ne vivent pas là où ils sont nés. Mais ils ont souvent gardé des relations, bien sûr, avec leur pays d'origine. Donc, beaucoup de gens ont eu hâte de revoir les familles après le Covid. Mais aussi, on voit bien que c'est à la fois, pour les raisons personnelles et pour le travail, une utilité très importante. Donc, si on ne fait rien, évidemment, la courbe d'émission continue de croître. La partie bleu ciel, ici, c'est l'efficacité qui vient des gains de chaque génération d'avions. La dernière génération d'avions chez Airbus fait 20 à 25% de moins d'émissions de CO2. Et il n'y a que 20% des flottes mondiales qui sont équipées de ces avions. Donc il y a 80% des avions au monde à remplacer par des avions qui vont diminuer les émissions de carbone de 20 à 25%. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les technologies disruptives. Avions électriques, avions hybrides, avions à hydrogène, qui vont pouvoir continuer à inverser l'évolution de cette croissance des émissions de CO2. La troisième partie, c'est tout ce qu'on peut gagner au niveau des opérations, des trajectoires plus directes, des vols plus efficaces, du roulage sur un moteur au sol, sur un aéroport qui va consommer moins de carburant, etc. À peu près 10%. La grosse partie en vert, ce sont les carburants durables. Alors je reviendrai un peu sur ce qu'est un carburant durable. L'avantage, c'est qu'ils peuvent voler sur tous les avions, y compris les avions existants, jusqu'à une certaine limite qui est 50%, mais on va passer à 100% après, et qui peuvent réduire sur un cycle complet de 80% les émissions de carbone. Donc c'est-à-dire qu'on rejette dans l'atmosphère du carbone qui a été au préalable absorbé par la nature. Et donc dans le bilan net carbone de la planète, on passe de 100% à 20%. Je pourrais répondre à des questions si vous souhaitez là-dessus. Et enfin, la partie grise, c'est ce qu'on appelle la partie résiduelle, la partie qu'il faudra encore compenser. Donc on peut le compenser de différentes manières, reforester, c'est de l'absorption de CO2 naturel, ou une nouvelle technique qui se développe, Direct Air Carbon Capture, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui déjà, on commence à la faire, à retirer.
C'est le carbone, il est cumulatif. C'est ce qui génère le réchauffement climatique. C'est-à-dire que le carbone que vous mettez dans l'air, ben, il excède ce que la nature, les plantes peuvent absorber. Et donc, d'année en année, ça augmente, ça crée le réchauffement climatique. Donc le but, c'est d'arrêter d'excéder la capacité d'absorption de la Terre et ensuite de commencer peut-être à le faire baisser. Donc la partie résiduelle, on peut soit utiliser des moyens naturels, soit donc du direct air carbone capture. C'est des machines qui fonctionnent avec de l'énergie décarbonée, bien sûr, sinon ça ne fait pas zéro, et qui sont capables d'absorber ce CO2. Et donc avec ça, on peut arriver vraiment à ce qu'on appelle net zéro, c'est-à-dire que dans ce qu'on apporte et dans ce qu'on retire, on arrive à zéro. Oui. Une question de classification. Une nouvelle motorisation comme avec Sion, avec Safran CFM, sur le projet RISE par exemple, tu le rentres dans technologie disruptive ou dans nouvelle génération d'avions? Oui, on range dans technologie disruptive, oui. Puisque les open rotor, on considère qu'effectivement, par rapport à tout ce qu'on a fait ces 30 dernières années, c'est quand même assez disruptif. Et c'est vrai que ça peut apporter un gain. Tout ce qu'on étudie au sein du CORAC aujourd'hui, qui sont les technologies innovantes qui permettent effectivement de réduire. Il n'y a pas que ça, hein, sur l'aérodynamique, les ailes, voire les ailes intelligentes, etc. Il y a beaucoup, il n'y a pas que l'hydrogène, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore améliorer la performance, qui sont un peu disruptives. Et donc qui ne sont pas dans la continuité, disons, de la technologie qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, qui demande beaucoup de recherche. Alors les nouveaux carburants par aviation, les carburants durables, il y en a plein de catégories, on le verra après. Mais en gros, un carburant, que ce soit pour une voiture ou pour un avion, c'est un mélange d'hydrogène et de carbone. C'est des molécules qui attachent du carbone et l'hydrogène. Et ça peut se fabriquer, se synthétiser de multiples manières. À partir du moment où vous avez une source carbonée et que vous pouvez hydrogéner. Et donc, ce qu'on appelle le feedstock, c'est la matière première que vous pouvez utiliser. On parle aussi de biomasse. Parce que pour que sur un cycle, on économise du CO2, il faut que effectivement la nature absorbe une partie du CO2 que vous allez restituer. Alors cette biomasse, elle peut être assez classique, mais on s'interdit, il y a deux règles absolues dans l'aviation. Pas de compétition avec l'alimentaire, que ce soit pour les hommes ou pour les animaux, et surtout pas de déforestation. Donc, pour être qualifié, alors on fait aussi de l'économie circulaire, c'est-à-dire on pouvait utiliser des huiles usagées. Ça peut fonctionner avec des catalyseurs, on peut restituer les résidus forestiers, les résidus d'agriculture, les cultures intermédiaires peuvent être utilisés pour faire du carburant. Il y a plein de procédés qui permettent de le faire. Les déchets municipaux, même les égouts, hein, c'est du carbone. Donc tout ça peut être réutilisé, recyclé. Et là, on a devant nous, donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, toute cette possibilité de recycler, d'utiliser des résidus de notre société pour faire des carburants durables. Et puis tout en haut, il y a un carburant purement synthétique, celui-là, toujours fabriqué avec de l'électricité décarbonée. Hein, et celui-là, ben, il est un mélange d'hydrogène pur, c'est-à-dire qui a été extrait par exemple de l'eau, mais avec de l'hydrogène décarboné. Vous coupez la molécule H2O et vous obtenez l'hydrogène. Et puis du carbone par du solaire, par exemple. Oui, et de l'autre côté, donc pareil, du carbone, du CO2 qui était capturé dans l'air avec de l'énergie décarbonée. Et vous avez un catalyseur qui va vous fabriquer un carburant synthétique qui, lorsqu'il va brûler dans le réacteur, ne va donc restituer que le carbone que vous aurez préalablement. Donc il est net zéro par définition. Et en haut, vous avez donc cette évolution des carburants de l'aviation, avec ce qu'on appelle donc les biocarburants issus de la biomasse. Donc là, c'est la nature qui a absorbé le CO2 avant que vous ne l'utilisiez. Et puis ensuite, vous montez en haut vers donc la capture de carbone que vous mélangez à de l'hydrogène et vous avez un carburant synthétique qui peut voler aussi sur tous les avions, y compris les avions que nous avons aujourd'hui. Et donc, il donne une solution de décarbonisation à technologie constante, je dirais. Hein.
Oui, les Allemands voudraient les utiliser pour les voitures plutôt que l'électrification. Là, je ne suis pas sûr que pour les voitures, ce soit vraiment la solution, mais bon. D'autant plus que, bon, toutes ces ressources seront quand même limitées en compétition. Voilà. Et donc, il y aura une progression, si vous voulez, progressive à partir de... En vert, c'est des huiles usagées. En vert clair, c'est la gazification Fischer-Tropsch. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. En bleu, c'est alcool to jet. Donc, c'est l'utilisation du sucre comme matière première. Et ensuite, vous avez les carburants synthétiques. Tout ça pour arriver à peu près 350 millions de tonnes en 2050, qui est la quantité de carburant décarboné dont vous avez besoin pour voler. Et tout en haut, donc l'hydrogène. L'hydrogène est un carburant très, 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 très intéressant. Pourquoi? Il est, pour le même poids, 3 fois plus puissant. Il génère 3 fois plus d'énergie que le kérosène. Or, évidemment, pour voler, il faut être léger. Donc, un carburant 3 fois plus puissant au même poids que le kérosène, c'est très, très intéressant pour l'aviation. Le deuxième avantage, c'est que vous prenez de l'hydrogène, vous brûlez H2O. Donc pas de carbone, vous émettez que de l'eau. Et par contre, c'est un gaz qui prend beaucoup de place. Il faut 4 fois plus de volume pour restituer la même énergie. Donc il prend beaucoup de place dans un avion. Et la conclusion, c'est que pour garder son volume de manière raisonnable, on va utiliser de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés Celsius. Et c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place. Donc la liquéfaction, le stockage dans l'avion et puis le mode de propulsion qui va avec. On peut faire 2 types de propulsion avec l'hydrogène. Soit on le brûle dans un réacteur H2O, c'est comme ça que fonctionnent les fusées modernes. Et puis, vous avez dû entendre parler de la pile à combustible. Donc là, on utilise l'hydrogène comme élément d'une pile qui va générer l'électricité, qui va générer de la motorisation. Et donc, on travaille activement sur cette solution. Alors là, c'est tout. Là, je vais peut-être passer, parce que le temps passe vite, c'est tous les procédés qui permettent de faire du carburant durable. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est autorisé jusqu'à 50% de mélange. Parce qu'à cause des aromatiques, c'est-à-dire que il y a des fluidifiants dans le kérosène aujourd'hui. Si vous mettez des carburants durables, ils n'ont pas forcément ces additifs. Et donc à 50%, on sait que ça vole sur tous les avions sans problème. On est en train d'étudier les conditions qui permettront de passer à 100% avant 2030. Donc ça, c'est une étape importante pour avoir tout le potentiel des carburants durables, donc le potentiel de réduire de 80% déjà. Sous réserve de l'avoir. D'avoir... Ah oui, on ne va pas avoir 100% en 2030. La courbe que j'ai montrée, c'est progressif. Alors pour y arriver, donc on voit que, ça c'est intéressant d'ailleurs, il faut utiliser tous les feedstocks, la matière première possible, et il faut l'utiliser dans le monde entier. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire en fait que on peut considérer que c'est un enjeu, mais que c'est une opportunité aussi. Bon, j'ai parlé des résidus forestiers, des déchets municipaux, etc. Ça, vous en trouvez de l'huile usagée. Vous en trouvez dans tous les pays du monde. Et donc, tous les pays du monde ont certainement une source de matière première qui peut faire des carburants durables. Et donc, c'est une redistribution un peu de la question énergétique pour les États. On parle beaucoup d'autonomie énergétique aujourd'hui, d'enjeux de souveraineté, d'économie et d'autonomie énergétique. Mais ça veut dire que tous les pays du monde peuvent se dire je vais faire mon carburant et je vais prendre mon autonomie. Et la TAG, toujours les mêmes, ont montré que c'est à peu près 15 millions d'emplois dans le monde. Donc c'est à la fois une source de richesse, ça se vend, d'autonomie, puisqu'on peut le faire chez soi. En plus, sans doute, parce qu'il ne faut pas être trop loin des feedstocks, des unités un peu plus petites que ce qu'on connaît sur le pétrole aujourd'hui. Et enfin, je peux créer des emplois. Ça va être l'un des enjeux majeurs. Il y a une très grande conférence à la fin de l'année, à l'OACI, pour discuter avec tous les pays du monde, donc les 193 pays, de cet enjeu-là.
et comment on peut tous ensemble développer ces carburants durables et que chaque pays ait sa chance. Ça va être à la fois très intéressant et de voir comment on peut arriver à cette montée en puissance. Là, vous voyez, en bas, c'est Moyen-Orient, Amérique latine, Europe, Asie, Afrique. Donc on voit les contributions de chacun et on voit que chacun peut contribuer à la hauteur. Évidemment, l'Asie, 170, mais comme vous le savez, les grosses populations sont là-bas. Il y a aussi beaucoup de matières premières utilisables. Airbus, bon, vous avez compris, je suis là aussi pour parler d'Airbus. Et de manière assez simple, 3 grandes étapes. La première étape, comme je viens de le dire, c'est d'avoir nos avions capables de prendre 100% de carburant durable. Même si les compagnies aériennes ne pourront pas le faire en 2030, on les libère de cette contrainte. Ils pourront, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la disponibilité de la production, on part un peu de zéro en production, c'est aussi quelque chose qui va demander une transformation des secteurs énergétiques et des investissements importants. Donc, rendre tous nos avions capables des 100% SAF. La deuxième étape, dont je vais parler maintenant, c'est à partir de 2035, mettre en service sur le marché des avions à hydrogène, donc qui seront zéro émission, c'est pour ça qu'on l'appelle le 0I. Et troisième étape, arriver à l'objectif 2050 pour les avions Airbus, mais plus globalement pour l'ensemble de l'aviation mondiale. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier à la fois des scopes 1, 2, 3, et puis de ce qu'on appelle les Science-Based Targets. Donc Airbus entend assurer, en tant qu'Airbus, toute sa responsabilité en matière d'environnement. Le scope 1 et 2, c'est en fait les émissions de carbone qui viennent de nos activités industrielles directes, je dirais. Donc, pour la production, on a besoin d'électricité, on a besoin de chauffer, on a besoin de manufacturer des produits, on a besoin d'avoir des personnels qui se déplacent, etc. Donc ce sont les émissions directes liées à l'activité industrielle d'Airbus. Le scope 3, c'est les émissions de nos produits. Donc on a publié depuis 2 ans maintenant le scope 3. C'est les émissions des avions qu'on vend sur la durée totale de leur vie. Donc c'est à peu près 20 ans, un peu plus aujourd'hui. Et donc ce scope 3, c'est vraiment quelque chose qui va devoir être maîtrisé. Et on a décidé de prendre des engagements vis-à-vis d'un organisme qui est SBTi, Initiative sur les Science-Based Targets. Alors si on reprend la question climatique, je vous l'ai dit, il faut arriver à net zéro. Mais on a jusqu'en 2050 un budget carbone total maximum. C'est-à-dire que si on veut éviter que la planète ne dérape, il ne faut pas que d'ici 2050, non seulement on arrive à zéro en 2050, mais pendant cette période-là, on a un total en gigatonnes d'émissions de CO2 à respecter. Et l'Agence internationale de l'énergie a essayé de répartir, si vous voulez, ce montant total de CO2 qui est autorisé pour rester dans les normes entre les différentes activités. Et ensuite, on redivise encore. Et donc, ils ont donné des critères pour arriver à l'objectif. Et donc, si vous voulez être SBTi, vous devez prouver que votre activité, scope 1, scope 2 et scope 3, sont conformes à ce budget carbone mondial. Ce qui nous amène, nous, Airbus, à diminuer d'ici 2030 nos émissions liées à nos activités industrielles de 63%, bon, avec des moyens, je dirais, classiques que chacun d'entre vous peut avoir. Donc de prendre de l'électricité décarbonée, de remplacer donc, tous les systèmes industriels, l'efficacité énergétique, etc. Et notre scope 3, donc les avions qu'on vend en 2035, devront avoir une intensité, une efficacité énergétique inférieure de 46%, comparé à 2015. Oui. Donc, c'est à la fois des avions plus efficaces, 20 à 25%, et c'est aussi, évidemment, un certain pourcentage d'emport de carburant durable pour arriver à cet objectif de moins 46%. Encore une fois, c'est sur la durée de la vie de l'avion. Donc, ce qui veut dire, en gros, 40% d'utilisation de carburant durable sur la vie de l'avion pour les avions qui sont vendus en 2035 et qui
qui vont continuer à voler. Et donc, c'est un engagement qu'on a pris, qui est dans notre rapport financier. Et donc, c'est quelque chose sur lequel maintenant Airbus travaille au quotidien, je dirais, pour arriver à cette contribution. Scope 1 et 2, on va au-delà de l'Union européenne, vous savez sans doute, Fit to 55, moins 55% en 2030. Sur le scope 3, là, on est dans ce qu'on peut faire, nous, compte tenu de tous les investissements à faire, les évolutions technologiques pour arriver. Et donc, ça a été validé par cet organisme indépendant qui s'appelle le SBTI. Ça, c'est l'amélioration apportée depuis 2015. On a complètement renouvelé notre famille d'avions à 220 qui a été repris à Bombardier, à 320, à 330 Neo, enfin à 320 Neo et à 350. Ils réalisent tous entre 20 et 25% d'émissions de CO2 en moins. Ils ont aussi un bénéfice sur le bruit. Vous avez la réduction du bruit. On a beaucoup travaillé sur le bruit, qui évidemment est un autre élément important sur l'environnement sur lequel on doit travailler. Et vous avez en bas, donc, nous avons publié l'an dernier la moyenne des émissions de cette famille d'avions, de ceux que nous avons vendus, donc 62,5 grammes de CO2 kilomètre passager. Vous devez sans doute connaître, les voitures ont toutes maintenant des références CO2. Je vois souvent encore des publicités avec des niveaux de CO2 bien plus élevés. Alors évidemment, ça dépend du taux de remplissage. Vous savez qu'un avion est rempli en moyenne à 80% plus. Une voiture, c'est 1,4 en moyenne. Les SAF, donc les SAF sont vraiment critiques aussi pour atteindre nos objectifs SBTI. Donc je ne vais pas faire le détail, mais là aussi, montrer l'exemple. Donc on va mettre des SAF dans nos avions. Vous qui vivez sans doute à Toulouse, vous connaissez le beluga. Les belugas qui transportent d'une usine à l'autre les tronçons d'avions. On va mettre de plus en plus de carburant durable dans ces avions pour réduire aussi leur empreinte environnementale et montrer que on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, et donc on utilise ce moyen tout de suite. On a une activité mondiale, je ne sais pas si vous avez vu, donc outre les activités OACI, les conférences auxquelles nous participons, on a signé un accord qui s'appelle ACSAC et l'OACI pour aller aussi donner notre savoir aux différents pays du monde, pour les inciter à avoir des politiques carburant durables. Vous avez deux grandes régions du monde qui ont des politiques carburant durables, l'Europe, qui devrait voter un règlement qui impose aux producteurs de carburant pour l'aviation un pourcentage croissant de SAF, qui devrait passer par 6% en 2030, 20% en 2035 et 63 ou plus en 2050. Les États-Unis, ce n'est pas une obligation, c'est ce qu'on appelle les incentives, donc des crédits d'impôts, etc. Mais en fait, ils ont un objectif 10% de SAF en 2030 et ça avance très vite grâce à ces facilités économiques. Le reste du monde n'est pas encore totalement engagé, mais on vient de signer, nous, un accord avec les producteurs de carburant durable en Chine. On voit que l'Inde commence à réfléchir aussi à adopter une politique. Et donc, on essaye de favoriser ce développement mondial. Et puis, on a décidé d'investir dans un pays qui n'était pas encore très engagé non plus, qui est l'Australie avec Qantas, pour développer aussi, dans ce grand pays, donc il y a beaucoup de potentiel, la production de carburant durable en Australie pour les besoins de Qantas, mais au-delà probablement après. Et donc on voit que nos clients sont de plus en plus intéressés à ce type de partenariat, parce qu'évidemment les compagnies aériennes, de plus en plus d'entre elles ont des engagements SBTI, c'est le cas d'Air France en France, et donc cet objectif de passer par 10% SAF et de réduire globalement par des nouveaux avions et par ces carburants durables leur empreinte environnementale. Et donc on est de plus en plus partenaires des compagnies aériennes sur cet objectif commun. Notre scope 3, c'est le scope 1 des compagnies aériennes, donc on est vraiment liés dans la décarbonisation du transport aérien. Nous, on leur fournit des solutions techniques, mais c'est à eux, bien sûr, d'emporter les carburants qui vont bien pour atteindre les objectifs. Alors, dernière étape de cette présentation et de notre stratégie, les avions zéro émission. Donc nous avons l'ambition de mettre en service en 2035 l'un de ces trois types d'avions. On étudie actuellement trois concepts différents.
Donc un avion turbopropulsé, un avion un peu type A220, à 320, et une aile volante, donc qui est un concept plus futuriste, et avec entre 100 et 200 passagers et entre 1000 et 2000 nautiques. Alors, nos avions ont souvent des capacités supérieures aujourd'hui, mais je dis l'hydrogène prend de la place. Et donc, il faut qu'on ait un compromis pour prendre en nombre de passagers et en ce qu'on appelle le range et la distance parcourue. Donc, entre 100 et 200 places. Bon, nos avions de la catégorie A320 sont dans ces gammes de passagers. 1000 à 2000 nautiques, donc il faut multiplier par un 8 pour avoir le 3600 km, voilà. Mais donc 3600 km, vous couvrez déjà beaucoup des missions de l'aviation. En moyenne en Europe, c'est 1700 km, donc c'est bien inférieur, mais même sur des pays plus grands, avec 3600 km, vous couvrez déjà beaucoup de missions. Donc si on arrive à cette capacité, on pourra, avec l'hydrogène, satisfaire une grande partie des besoins de l'aviation internationale et donc avoir le bénéfice. Évidemment, cette introduction va se faire progressivement à partir de 2035 et remplacer progressivement les avions d'ancienne génération. Donc c'est un projet technologique très ambitieux qui va passer par une étape de test, bien sûr. On espère avoir une étape de test en vol à partir de 2026. Sur un A300, vous avez peut-être vu les vidéos, sur un A380, à l'intérieur, on va mettre le réservoir à hydrogène et puis il sera équipé d'un 5e moteur latéral sur lequel on pourra tester l'ensemble de la chaîne de production de propulsion par hydrogène depuis donc, les réservoirs à hydrogène liquide jusqu'au moteur propulsant. Alors, il ne sera pas le moteur propulsant le 380, mais ce sera un moteur qui permettra de tester l'ensemble de la chaîne de propulsion à hydrogène. Donc, on est les seuls à travailler sur des avions de cette taille. D'autres acteurs, Zero Avia, Universal Hydrogène, etc., étudient ces solutions pour des avions de plus petite taille. Il faut savoir aussi que l'avion électrique, bon, pour des avions de cette taille, le poids des batteries est rédhibitoire, mais sur des avions de 20 places, il pourrait y avoir, avec l'amélioration des technologies de batterie, aussi des avions purement électriques, et au-delà, des avions hybrides aussi, donc qui vont utiliser l'énergie électrique dans des phases intermédiaires de vol. L'avion a besoin de beaucoup d'énergie au décollage, mais après, en phase de croisière, de beaucoup moins. Donc si on a un supplément d'énergie électrique au décollage via un moteur hybride, à la limite, on optimise, même dans le vol de croisière, la puissance du moteur et on peut avoir un bilan économique intéressant. Vous avez peut-être des voitures hybrides, dont vous voyez aussi le bénéfice en utilisation. Eh bien, on pourrait avoir des avions hybrides qui bénéficient aussi d'un meilleur rapport économique et d'efficacité énergétique à l'avenir, mais plutôt sur des avions de plus petite taille. Pour développer l'hydrogène, on a besoin d'un écosystème. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre un bus à hydrogène à Toulouse. Ça existe, ça marche. Donc, les premiers qui vont utiliser l'hydrogène, ce seront les véhicules terrestres. Et donc, l'idée, c'est de faire de certains aéroports des hubs de distribution d'hydrogène, d'abord pour les véhicules terrestres, de manière à ce qu'ils soient prêts après pour alimenter les avions. Donc on développe ce concept de hub en partenariat avec Roissy, en partenariat avec Lyon. On va avoir ici un projet hydrogène aussi sur la plateforme de Toulouse-Blagnac. Je prends juste un peu d'eau. Si vous avez une question, je passe. Donc je continue, puis ce sera des questions après. Aviation dans un ensemble de transports. On pose souvent la question, est-ce que je dois prendre ma voiture, le train, l'avion? En fait, tout ça est très complémentaire. Le premier avantage de l'avion, c'est sa connectivité. Vous avez à gauche le réseau ferré grande vitesse. Vous avez à droite toutes les liaisons directes point à point en Europe. 8700 liaisons directes.
Donc l'avion, de toute évidence, hein, c'est pas nouveau, offre une connectivité rapide, directe, qu'aucun autre moyen de transport ne peut procurer. Et vous voyez à quel point c'est un facteur d'intégration de l'Europe. Le fait qu'on puisse se rendre n'importe où en Europe en 1 heure ou 2. Trajet moyen en avion, 1700 km, trajet moyen en train, 300 km. Évidemment, si on zoomait au niveau local, régional, pour le transport du quotidien, le train est extrêmement efficace. Pour le transport régional, il l'est aussi assez. On a des beaux RER dans la région. Mais dès qu'on passe à un niveau plus international, bon, je ne parle pas de traverser l'océan, l'avion devient absolument un moyen de transport privilégié, très efficace. Puis je vous dis, avec une performance que beaucoup ignorent, elle est de litre au 100, vaut mieux prendre l'avion que la voiture, souvent. Alors là, c'est plus compliqué. Et c'est les derniers chiffres que je vous présenterai. C'est une étude qui n'a pas été tellement commentée. C'est l'internalisation des coûts externes. Le but est de factoriser en coûts économiques chacun des facteurs de ce qu'on appelle les coûts externes. Quand vous émettez du CO2, en fait, vous savez, le CO2 a un coût, a un prix. Donc vous pouvez le valoriser. Et vous pouvez mesurer ça sur la pollution, sur la sécurité, sur l'impact sur les sols, les habitats. Qu'est-ce qu'on observe? Alors je commence par cette partie centrale ici. L'avion, ça, c'est une de nos valeurs, je dirais, la sécurité. Hein. L'aviation s'est construite sur une volonté absolue de sécurité. Il y a malheureusement encore des accidents d'avion, mais vous voyez que quand on vous comparez les accidents, alors c'est valorisé ici en euros, hein, mais avec un prix de la vie humaine qui est évidemment le même pour tous les modes de transport, évidemment, ça n'a rien à voir avec la voiture, avec les bus, mais c'est aussi quand même assez nettement meilleur que le train. Sur la pollution de l'air, évidemment, nous, on s'échappe assez, la pollution atmosphérique, donc au sol. Vous voyez que le train est un peu meilleur, mais l'avion est bien meilleur que la voiture et que même les autocars, avec évidemment les normes CO2 des voitures aujourd'hui. Hein. C'est une photo aujourd'hui. L'étude a été faite en 2018 sur des chiffres 2017. Le climat. Donc, vous voyez ici le climat. L'impact de l'aéronautique est supérieur à tous les autres modes de transport. Alors, je dois préciser que dans ce rapport, on a valorisé les émissions d'avion à 180 grammes de CO2. La réalité aujourd'hui, c'est 66 sur les nouveaux avions et c'est 90. Donc, on avait factorisé en faisant des hypothèses sur les... Mais prenons acte, on prend des chiffres, on les prend. Donc, l'avion moins bon sur le climat, même si vis-à-vis de la voiture aujourd'hui, on en a plus que rattrapé. Le bruit, il y a du bruit autour des aéroports, mais en dehors des aéroports, l'avion crée beaucoup de moins de nuisances sonores que la voiture, le train, etc. Évidemment, sur les bouchons, bon là, la voiture est mal placée. Et puis, l'impact sur les sols. On parle beaucoup maintenant d'artificialisation des sols. Donc l'avantage de l'avion, il s'échappe. Donc on parle aujourd'hui d'autres infrastructures terrestres qui créent des réactions. C'est pour la voiture. Mais c'est vrai que notre système de transport terrestre, il a un impact lourd sur l'habitat, la nature, etc. L'avion, il a l'avantage de représenter une infrastructure au sol extrêmement moindre, donc son impact. Et donc quand on fait la somme, on voit que la voiture, à cause des accidents, des congestions, etc., et de la pollution de l'air est aujourd'hui le plus défavorable, qu'entre l'autobus et l'aviation, c'est à peu près pareil, et puis le train est quand même meilleur, globalement sur les coûts externes. Par contre, quand on regarde le coût des infrastructures rapporté au kilomètre, bon, évidemment, il y a très très peu d'infrastructures pour l'aérien. Et par contre, le coût au kilomètre des infrastructures terrestres est très très important. Et donc, si on fait la somme des coûts, bon, économiquement,
on retombe sur un... Alors évidemment, on peut prendre plusieurs interprétations de ces chiffres, mais ils expliquent quelque chose qui est un fait, hein, qui est que le transport aérien a un coût relatif qui est moindre. Alors après, ce que j'ai fait comme exercice, c'est de regarder si on se projette dans l'avenir. Donc j'ai pris les chiffres SBTI, moins 46% en 2035, et on arrive à la neutralité carbone en 2050. Là, on voit que l'avion décarboné cumule beaucoup d'avantages. C'est un moyen de transport rapide, sûr, qui n'impacte pas les sols, les habitats, qui peut être décarboné et qui a globalement un coût beaucoup moindre parce qu'il nécessite beaucoup moins d'infrastructures. Je vais terminer là-dessus. Donc, qui est un autre éclairage, si vous voulez. Ça n'empêche pas, évidemment, l'aviation de devoir absolument se décarboner pour arriver à résoudre l'un des enjeux majeurs de notre société aujourd'hui, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Notre raison d'être, en conséquence, c'est celle-là. C'est d'être les pionniers d'une aviation durable, respectueuse de l'environnement, pour un monde plus sûr et plus uni, parce qu'on comprend que les échanges entre personnes, c'est un facteur d'unité et de paix. Et ça, c'est aussi pour permettre aux générations futures de continuer à avoir cette joie, cette richesse de voyager, mais avec ce qu'elles attendent, c'est-à-dire un respect parfait de l'environnement. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir, et je suis heureux de répondre à votre question. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des recherches encore sur les dirigeables qui ont existé il y a une époque assez lointaine? Je crois que oui, qu'il y a même des applications industrielles prévues. Ça peut être un moyen de transport effectivement efficace, avec certaines missions particulières. Je crois que oui. J'ai deux questions. Qu'est-ce que fait Boeing dans le domaine et quel est le positionnement de l'Hyperloop là-dedans, en termes d'efficacité? Alors moi, je ne connais pas le bilan énergétique de l'Hyperloop, parce que je vois que c'est les projets d'Hyperloop, il y en avait un aux Pays-Bas, étaient plutôt sur des transports très rapides, mais plutôt courte distance. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de prendre un train à sustentation magnétique, il y en a à Shanghai notamment, qui sont des moyens de transport très rapides, en théorie jusqu'à 500 km/h, sur des voies dédiées. Donc c'est des moyens de transport extrêmement rapides, puisque là, on n'a plus la contrainte de l'air, et donc on peut aller à des vitesses très très rapides. Mais évidemment, là, on retombe sur la question du coût de l'infrastructure et de son impact au sol. Donc il faut comparer les deux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on entend moins parler. Je sais qu'au niveau de Toulouse aussi. Donc, je ne sais pas dire quel est l'avenir de ce moyen de transport, sachant que d'une manière générale, il y a moins de recherche de la vitesse aujourd'hui. Ça fait partie aussi de la question environnementale globale. Pour être plus économe, il va falloir être sans doute un peu moins rapide. Et donc, toutes ces solutions qui cherchent la vitesse, a priori, je ne sais pas si elles vont trouver leur marché. Hyperloop, il peut, j'imagine, fonctionner avec des moyens électriques décarbonés, donc être peu émetteur, mais je ne vois pas trop d'avenir. En tout cas, je ne le vois pas en compétition avec l'avion sur des distances de 1700 km aujourd'hui, pas dans un avenir proche. Quant à Boeing, on respecte beaucoup Boeing, mais je pense qu'il faut leur poser la question. Ils ont participé à l'engagement mondial dont j'ai parlé il y a 2 ans. Donc, ils soutiennent l'aviation décarbonée, mais ils n'ont pas révélé aujourd'hui de projets technologiques de rupture. Pour l'instant, ils s'appuient sur des technologies classiques et bien sûr sur l'utilisation des carburants durables.
Allez, je vais me lancer. Je vais essayer de ne pas t'embêter. J'ai eu du mal à répondre à des questions qui me sont revenues systématiquement. Pourquoi Airbus dit qu'en 2030, il choisira un avion parmi les 3 que tu as présentés, le turboprop, ou bien l'aile volante ou l'avion du type A320 actuel, sachant que la première famille est un marché bien particulier. Ce sont les avions régionaux. Typiquement, ATR est bien placé pour développer un tel avion. Et pourquoi la dialectique ne porte pas également sur le poids que peuvent représenter le court moyen courrier, donc le 2000 nautique, qui pourrait être vraiment celui que recherchent les passagers avec la masse d'avions que vous produisez dans la famille A320. Donc comment on arrive à faire le joint en disant que c'est l'un des 3 et non pas les deux familles qui pourraient voir apparaître un petit? Alors, peut-être premier élément, pourquoi pas un ATR? Parce que c'est pas notre créneau aujourd'hui, quoi. Donc, on verra sans doute et on en voit. Et puis, ça représente une partie du marché, et donc aussi une partie des émissions de CO2, qui est beaucoup plus limitée. 15%. Bon, là, on est sur un potentiel de 60%. Voilà. Après, pourquoi on n'a pas fixé entre 100 et 200 passagers? Parce qu'il va falloir trouver, comme tout programme d'avion, un optimum. Et tout ça devrait être simulé, testé, etc. Sur quel est le meilleur optimum économique par rapport au marché qu'il représente et aussi donc, par rapport à l'objectif de... Donc, ouais, on va chercher le meilleur compromis et ça nécessite un peu de recherche. Bonsoir. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais des questions peut-être un peu naïves. L'utilisation de nouveaux carburants durables, ça nécessite le changement des moteurs dans les avions? Non. C'est ce qu'on appelle du jet à one. Donc aucun changement, jusqu'à 50%, aucun changement dans les moteurs. Après, il faut trouver la bonne composition chimique, puisque c'est des carburants qu'on va synthétiser, hein, donc on va pouvoir jouer sur la composition chimique exacte de ces carburants pour aller au-delà des 50%, et c'est toutes les études en cours pour arriver à d'ici de 2030. Mais on doit pouvoir voler avec des carburants durables jusqu'à 100%, avec, je dirais, un minimum de changement dans les moteurs. En tout cas, aujourd'hui, jusqu'à 50%, sans aucun changement. Et donc, une question corollaire, si on arrive à trouver des carburants comme ça qui peuvent remplacer le carburant de l'aviation, pourquoi on ne le fait pas sur d'autres secteurs comme la voiture ou... Mais on le fait, vous avez déjà un pourcentage. Vous savez, quand vous achetez du E85... Mais totalement, je veux dire. C'est parce que vous avez mélangé ça avec du bio... vous avez déjà mélangé ça avec du... Aujourd'hui, les biofuels sont essentiellement utilisés dans la voiture. Donc c'est toute une question d'ailleurs pour l'avenir. Est-ce que cette matière première qui est utilisée pour la voiture, alors que vous avez une alternative et de toute façon une obligation qui est encore en discussion en 2035 de passer à des voitures électriques, donc cette biomasse qui est utilisée aujourd'hui dans les voitures pourra être utilisée pour l'aviation. Sachant que nous, par contre, on n'a pas d'alternative. La voiture peut passer à l'électrique de plus en plus, et de plus en plus efficace. Je crois que c'est 15% du marché maintenant. Il y a un plan. Bon, ceci dit, les automobilistes allemands envisagent ce qu'on appelle du e-fuel ou du P2L pour les voitures également à partir de 2035. Donc une solution qui continuerait à fonctionner avec des moteurs à combustion. Mais bon, on verra comment évolue le marché. Mais la tendance, c'est quand même beaucoup... tellement agréable aussi une voiture. Moi, j'ai une voiture qui est hybride rechargeable, mais je trouve que rouler à l'électrique, dans le silence, etc., c'est vraiment un progrès. Les camions, oui, les camions pourront utiliser éventuellement. Alors, les camions pourront aussi utiliser l'hydrogène. Hein.
Donc il n'y a pas de raison. Encore une fois, je vous disais que les bus commencent à fonctionner à hydrogène. Il y en a sur Toulouse. Bah, bon, et ça fonctionne très bien. Donc l'hydrogène directement comme carburant, on n'a pas besoin de toute la chaîne ensuite, capture de CO2, synthétisation. Donc peut être une solution économique très intéressante pour ce type de véhicule, poids lourds et bus. Oui, merci pour votre présentation. J'avais une question, sachant que le consommateur participe aussi à l'adoption, évidemment. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir un argument marketing? Qu'en pensent les compagnies? C'est-à-dire que quand le voyageur sera confronté à un choix entre un billet Ryanair à 25 € et peut-être un billet un peu plus cher d'une compagnie qu'on va qualifier de plus vertueuse par rapport à l'objectif zéro émission, comment est-ce que vous pensez que ça se passera? Oui, je pense que le passager va être intéressé. On peut déjà acheter des sièges avec du carburant durable qui vont réduire votre empreinte environnementale. Donc individuellement, les compagnies aériennes vous donnent... Alors physiquement, ce ne sera peut-être pas dans votre avion, mais ça va être utilisé ailleurs et ça va réduire l'impact environnemental. Et comme je disais, les compagnies aériennes ont les engagements pour la plupart, surtout en Europe et aux États-Unis, qui sont similaires aux nôtres, et donc vont rechercher des solutions, des avions de plus en plus performants et des solutions Donc, que ce soit sur les carburants durables, je citais l'exemple de Qantas, avec qui on a signé un partenariat pour aller vers les carburants durables, que ce soit d'autres compagnies en Europe qui s'intéressent déjà aux ZEROI, eux se projettent dans l'avenir et voient bien, la pression est là, les demandes de la société, des passagers, pour voler de manière de moins en moins impactante sur l'environnement, donc moins en moins de CO2. Donc évidemment que les compagnies aériennes comme les passagers vont chercher ces solutions. Et il y aura sans doute une visibilité sur ces éléments pour effectivement permettre aux consommateurs de choisir et d'aller vers... C'est déjà un peu le cas, mais les passagers ne l'utilisent pas tellement. Vous pouvez déjà compenser vos émissions de CO2, etc. Donc les compagnies aériennes commencent à sensibiliser les passagers à cette question et ça ira certainement croissant dans l'avenir. Je voudrais revenir sur la question de l'avion 100 pax 1000 nautiques par rapport à l'avion 200 pax 2000 nautiques. Et les positionner par rapport à ce qui est la vache à lait d'Airbus et dans une certaine mesure aussi de Boeing, c'est-à-dire le single aisle, qui effectivement représente environ 80% du carnet de commande jusqu'en 2030-2035. Est-ce que vous pourriez me dire ce que pourrait représenter l'avion de 100 pax 1000 nautiques dans ce spectre qui est le marché d'Airbus à aujourd'hui jusqu'à l'horizon 2030-2035, puisque, à ma connaissance, effectivement, le carnet de commande d'Airbus d'aujourd'hui est à peu près dans ces eaux-là. Je suis assez cash, c'est-à-dire qu'on étudie beaucoup ces questions-là, mais je ne suis pas autorisé à vous donner des éléments. Moi, je vais te dire, je suis persuadé que la place du 200 pax 2000 nautiques est bien supérieure à celle du 100 pax 1000 nautiques. Le problème, c'est qu'il faut arriver à le faire. Alors qu'effectivement, peut-être que le 100 pax 1000 nautiques est peut-être accessible à l'horizon 2035. Voilà. Alors maintenant, c'est une opinion. Alors maintenant, je voudrais aussi avoir ton avis sur une publicité que fait le rail ou la SNCF lorsqu'elle dit que le train pollue 60 fois moins que l'avion. Bon, je ne vais pas discuter des chiffres. Non, mais 50 fois, 60 fois, 40 fois. Ce qui est clair aujourd'hui, et je le reconnais, on fait 2 litres au 100 par passager. Donc je dis c'est meilleur qu'une voiture et c'est moins bon que le train. Donc on ne va pas nier ça. Ce qui est intéressant, c'est de se projeter dans l'avenir.
Donc aujourd'hui, encore une fois, en moyenne 1700 km en avion, 300 km en train. Nice-Paris, vous allez mettre 5 heures en train, 1 heure en avion. Donc là, ce sont un peu des choix individuels, sachant que je comprends que ça a un impact, mais qu'on ne représente que 2,5% avec une efficacité énergétique. C'est intéressant, c'est de se projeter demain. Créer une ligne LGV, ça met 15 ans. On va impacter les sols, on va émettre beaucoup de CO2 pendant la construction, et dans 15 ans, on a une alternative qui s'appelle l'avion décarboné. Donc c'est là, nous on dit, on ne nie pas l'avantage du train aujourd'hui, mais on laisse aux gens le choix de savoir si pour un trajet, ils préfèrent prendre le train, l'avion. Ils sont essentiellement complémentaires, hein, les interfaces, les compétitions c'est une étude, sont assez réduites vraiment, et après pour nous c'est de l'ordre du choix individuel. Nous, on fait le maximum pour offrir sur l'avion la solution la moins émettrice, avec des avions très performants, et on va continuer à l'améliorer. Et avec les carburants durables, rapidement arriver à décarboner le trajet en avion. Mais c'est une dynamique qui est en place, hein. Vous voyez bien sur l'automobile la transition que ça prend. On parle de 2035 pour les voitures électriques. Aujourd'hui, on a 15% du marché. Pour l'avion, ça va être pareil. Et puis le train, il a mis 150 ans à passer du charbon au train électrique, hein. Et nous, on se donne 15 ans pour décarboner. C'est pas mal. Oui, dans les progrès récents que vous avez présentés, extrapolés, donc vous présentez l'avion tout fini, entier. Mais dans un avion, il y a la partie vraiment du constructeur Airbus et puis les moteurs. Et dans les progrès récents, il me semble que les moteurs ont quand même pris la plus grosse part. Et est-ce que là, vous pouvez évaluer quelle est la part justement de l'amélioration due au moteur, due à la cellule, et comment ça s'extrapole? Alors, je pas tout, mais vous avez raison, hein. Donc, les moteurs ont joué le rôle essentiel, et c'est assez extraordinaire ce que font les motoristes, hein, pour arriver à cette performance. Chapeau. Après, un avion, il y a le poids. Hein, vous portez l'avion, donc on est passé à des avions carbone qui permettent d'améliorer très sensiblement le rendement énergétique. Après, il y a l'aérodynamique. On a tout un projet d'aile du futur, notamment étudié au Royaume-Uni. On pense qu'on a des améliorations sensibles. Donc l'avenir, je dirais, ce qui compte le plus, ça va être le carburant, SAF ou hydrogène. C'est ça qui va décarboner le plus. Après, l'efficacité énergétique de l'avion va continuer à venir en grande partie, je dirais les 2/3 par le moteur et 1/3 par tout ce qui est allègement de l'avion, par des nouveaux matériaux, écoulement laminaire, aile intelligente, etc. Il y a plein de sujets qui peuvent être étudiés, qui peuvent encore améliorer la performance de l'avion. Mais c'est sûr que les moteurs et la partie propulsion globale des moteurs et le carburant vont toujours jouer un rôle essentiel. Bonsoir. Je voudrais parler du long courrier en 2050. Donc, qu'est-ce que c'est le long courrier en 2050? C'est 100% de SAF, c'est des options genre volant patrouille pour diminuer les effets entre plusieurs avions, c'est de la gestion de trajectoire pour éviter les contre-ailes, c'est quoi? C'est ça le 2050? C'est tout ça. C'est tout ça. Et Airbus, on est sur tous les sujets. Donc, on est sur le sujet, effectivement, encore une fois, à 100% SAF sur nos avions. Donc, il faut que nos avions puissent, et si c'est des carburants synthétiques, on a une réduction très forte. Vous savez qu'on a conçu un concept dit de fellow fly, où on surfe sur la turbulence de sillage de l'avion précédent, et ça permet de réduire d'au moins 5% la consommation de carburant. On est sur le concept César 4D, c'est-à-dire avoir des trajectoires optimisées en temps et en espace pour limiter au maximum la consommation de carburant. Donc tout ça va devoir être mis ensemble pour arriver à l'objectif, et on travaille tous les jours en tant qu'Airbus avec l'Union européenne dans César, sur les avions, sur les nouvelles technologies pour réduire l'ensemble. Et puis on est dans une étude Ciconia aussi, effectivement, sur comment améliorer et réduire les traînées. Hein, donc en choisissant les niveaux de vol, etc. Les carburants durables aussi.
devrait limiter la formation de... Ils sont impactants, ces traînées. Tout le monde voit des traînées blanches dans le ciel. Beaucoup pensent que c'est de la fumée. En fait, c'est de l'eau. Hein. Et c'est quand dans certaines conditions atmosphériques, elles se condensent et qu'elles forment un nuage que ça peut avoir un effet réchauffant la nuit. Mais la cristallisation va dépendre du contenu du carburant aussi. Et donc, avec l'apport de ces carburants durables, on peut espérer aussi, on fait beaucoup d'études là-dessus, limiter les nuages de traînée et donc l'aspect réchauffant des nuages de traînée. Après, on peut jouer sur la navigation aérienne, les niveaux de vol, etc. Ça demande encore beaucoup d'études sur la connaissance de l'atmosphère. Qu'est-ce qui déclenche ces traînées? C'est à la fois l'avion, le carburant et l'atmosphère. Et on travaille beaucoup là-dessus pour limiter ces effets-là également. Et de l'hybride hydrogène SAF classique dans un même avion? Non, quand on parle de l'hybride, c'est électrique et carburant. Et ça, effectivement, un supplément de puissance venant. Alors, ça peut venir, cette puissance électrique peut venir soit d'un apport effectivement d'hydrogène et de fuel cell, soit de carburant. Mais donc, l'avion hybride, oui, enfin, ça peut fonctionner. Mais l'hydrogène en soi est une solution qui est zéro émission. Donc, on souhaite vraiment l'utiliser au maximum, si vous voulez, comme solution dans ce cas-là, qui arrive vraiment à limiter au maximum. Et comme, encore une fois, c'est quelque chose de très puissant, l'hydrogène, autant l'utiliser au maximum une fois qu'on a maîtrisé la technologie. Alors moi, j'ai une question qui n'a pas été posée encore, mais qui doit brûler. Quelle est l'opinion d'Airbus sur le projet de démonstrateur qui a été lancé par Boeing et avec l'aide de la NASA, avec l'aile à grand allongement, l'extrémité déployable, des contrefiches et puis les nouveaux moteurs. Alors, est-ce que ça alerte les Airbus et qu'en pense Airbus? Non, mais je pense que, encore une fois, on étudie, nous, toutes les solutions. J'ai parlé des ailes, du design. Donc, tout ça est dans les études d'Airbus. Hein. Aujourd'hui, on vient de réaliser une famille extrêmement performante d'avions. Donc, les recherches, c'est pour l'avenir. Pour l'instant, on utilise je veux dire, morceau par morceau, au niveau des moteurs, au niveau des ailes, au niveau des écoulements laminaires, tout ce qui, demain, peut être des éléments d'amélioration pour l'aviation. Et tout ce qu'étudie Boeing en fait partie. Donc apparemment, ils vont effectivement développer un concept particulier, mais ça reste un objet d'étude, et pas un nouveau programme, tel que je le comprends. Mais sur les éléments technologiques qui permettront demain d'améliorer encore la performance de l'avion, tous ces éléments-là sont ou seront étudiés en temps et en heure par Airbus, je pense. Oui, c'est pas la première fois, hein, donc bon. Mais la vitesse est un élément, je dirais, d'ajustement, oui, de la performance globale de l'avion, mais ça dépend aussi des moteurs qu'on choisit, etc. Donc, J'avais une question sur le démarrage opérationnel de l'avion à hydrogène. Oui. En compagnie aérienne, disons que si Toulouse est équipé, les infrastructures, Paris est équipé, peut-être Air France peut le faire voler. Peut être intéressé, l'avion à hydrogène entre Paris et Toulouse, mais peut-être que le week-end, ils ne pourront pas l'utiliser pour un Paris-Rome tant que Rome n'est pas équipé. Si l'avion est dérouté sur Montpellier, il va falloir le recharger. Du coup, ça paraît très compliqué, très contraint pour une compagnie aérienne au démarrage. Alors, il faut construire effectivement un réseau. Je parlais des hubs aéroportuaires. Effectivement, il faut en parallèle créer un réseau aéroportuaire. Donc, on essaye de motiver tous les aéroports de passer à l'hydrogène pour leurs véhicules captifs, pour être un hub pour toute la logistique qui les affecte. Et donc, que tous deviennent, et ça a un sens non seulement pour l'avion, mais aussi pour la mobilité autour de l'aéroport. Donc, que tous deviennent des hubs à hydrogène qui permettront après, une fois que cette étape sera franchie, à l'avion à hydrogène de se développer, parce qu'on aura un réseau. Bon, vous connaissez donc les routes de déroutement. Il faudra que ce soit intégré aux opérations. On doit toujours avoir un aéroport de déroutement possible, hein, pour n'importe quel vol aujourd'hui. Donc ça sera une constante de demain, d'avoir un aérodrome où on puisse se dérouter et recharger.
Mais effectivement, c'est une part très importante de développer le... Et si on l'a fait dès le début sur l'hydrogène, c'est parce qu'on pense que l'hydrogène, globalement vu, vous savez que c'est l'atome le plus répandu dans l'univers, donc, et c'est très énergétique. Donc on le voit forcément comme une solution essentielle dans la décarbonisation, non seulement des transports, mais de l'économie globale. Là, on ne peut pas utiliser directement l'électricité, une solution essentielle de décarbonisation pour beaucoup d'industries. Pour répondre au monsieur de tout à l'heure, là, au sujet de l'avion américain, du projet américain de Boeing sur les ailes à grand allongement, il s'agit du brevet déposé par la société Hurel Dubois, société française, et il y a eu, à ma connaissance, 3 ou 4 appareils construits qui ont travaillé au service de la météorologie française avec des résultats mitigés. Il y avait de sérieuses contraintes de vol, une vitesse de décrochage assez élevée et c'était quasiment impilotable. Il fallait aussi que le temps se prête à l'utilisation de tels appareils, c'est-à-dire que le ciel ne soit pas trop orageux, agité. De nombreuses personnes qui ont dû travailler sur ces projets-là sont peut-être dans la salle. Si il n'a pas été donné de suite à ce concept, c'est que c'était tellement compliqué, c'était la limite, c'était le maximum, le bout du bout de ce que technologiquement et humainement on pouvait fabriquer. Les Américains, en plus, en ce moment, veulent le faire au banné et légèrement en flèche. Alors là, ensuite, il y a des problèmes de physique qui font qu'il y aura un gros danger, à mon avis, à certaines vitesses transitoires. Et les Américains ont la prétention de le faire voler à une vitesse de 750 km/h environ. Pour moi, personnellement, c'est intenable. S'il y a des ingénieurs dans la salle, je pense qu'ils ont le même avis. Et c'est que ce serait extrêmement dangereux en utilisation, mais que les Américains y aillent. Et puis, ce sont de grosses bouches. C'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup, mais la langue parle plus vite que ce que le cerveau parle beaucoup plus vite que la vitesse de travail du cerveau. Et au moment où ils se rendent compte qu'ils ont dit une bêtise, eh bien, l'avion est tombé. Voilà, merci. Alors, merci de cet éclairage. Merci, monsieur, pour votre conférence. Moi, j'ai une question sur l'hydrogène. Oui. On parle beaucoup, toujours on entend que l'hydrogène, c'est effectivement l'avenir. C'est vrai que dans l'utilisation, il n'y a pas du tout de CO2 qui va être émis, mais par contre, le problème aujourd'hui, c'est encore la fabrication de l'hydrogène, puisque soit c'est fabriqué d'origine chimique à partir de produits qui viennent de la Terre, et donc c'est pas très bon, ou bien c'est l'hydrolyse de l'eau, et ça revient extrêmement cher, et il faut de l'énergie aussi pour faire cette hydrolyse de l'eau. Comment est fabriqué aujourd'hui l'hydrogène qui est utilisé dans nos autobus ou qui sera utilisé bientôt dans les avions qui vont essayer de voler avec cet hydrogène? Bon, vous connaissez l'hydrogène gris, bleu et vert, je pense, donc il faudra que ce soit de l'hydrogène décarboné. Pardon, il faudra que soit de l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire produit à partir d'énergie décarbonée. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose, quoi. Hein? Ça, c'est pas très bon. Si c'est à partir de, si j'ai bien entendu, à partir du carbone, c'est ça? Non, ce sera fabriqué à partir d'électricité décarbonée. À partir de l'électricité décarbonée? Oui.
Mais il faut beaucoup d'électricité décarbonée pour faire l'hydrolyse de l'eau, et c'est pas neutre au point de vue énergétique. Non, non, bien sûr, mais vous savez, et ça revient, d'après ce que j'ai pu lire, par exemple, 4 fois plus cher que l'hydrogène d'origine du méthane, par exemple. Oui, alors là, il y a plein d'études qui montrent que les prix avec les procédés devraient baisser rapidement, divisé par 2 à l'avenir. C'est l'avenir qui nous le dira, qui dépendra aussi du coût de l'énergie, de l'énergie renouvelable. Donc ça, mais vous savez, c'est ce que j'appelle l'équation climatique. 80% de l'énergie aujourd'hui vient d'énergie fossile. Il faut que ça vienne demain de 80% d'énergie décarbonée, dans lequel vous aurez 60% de ce qu'on appelle le renouvelable, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectrique et le nucléaire. Très bien documenté à l'IRENA, à l'IEA, je vous invite à lire ces rapports, qui vous donnent aussi le niveau d'investissement mondial qu'il faut pour réaliser tout ça, etc. Et donc ça fait partie d'une équation mondiale, globale, c'est l'enjeu majeur. Et il faut absolument que les gouvernements se saisissent de cela. Et ce n'est pas simplement pour l'aviation, c'est pour toutes les activités. Vous voyez bien, on vous encourage à passer à la pompe à chaleur pour le chauffage, c'est l'électricité. On vous encourage à passer à la voiture électrique, c'est de l'électricité. Sur l'industrie qui passera à l'hydrogène ou l'aviation, ce sera pareil. Alors, il y a 20% qui va venir de ce qu'on appelle la nouvelle biomasse, c'est-à-dire une nouvelle utilisation de la biomasse qui est vraiment renouvelable. Et on ne va pas aller prendre sur la forêt. C'est vraiment quelque chose qui, année par année, devra fournir la quantité d'énergie, et bien sûr à côté de tout ce qui est nourriture, etc., nécessaire à l'entretien. Mais quand vous lisez les rapports de l'IEA, vous avez bien ça, si vous voulez, les différentes composantes de l'énergie de demain, dans lesquelles vous avez 20% de biomasse, 60% d'électricité décarbonée. Et puis, il reste une partie un peu incompressible d'utilisation d'énergie fossile, notamment du gaz et du pétrole, mais qui, là, devra être compensée par du carbone capture pour arriver ou de la reforestation pour arriver à la neutralité. Et vraiment, tout est écrit, est documenté dans l'IEA, les rapports IPCC, les trajectoires. Comme je dis, SBTI est extrait de ces analyses globales et déclinées dans chacun des secteurs économiques jusqu'à arriver à l'aviation. Et après, nous, donc on nous dit, vous devez avoir cette efficacité à telle date. Et donc, notre objectif, c'est d'arriver à cette efficacité carbone à cette date et donc de s'engager là-dessus. Et si tout le monde le fait, mais c'est vrai qu'en amont, on a besoin de développer et de remplacer toutes les énergies fossiles par cette énergie décarbonée, et c'est l'enjeu essentiel du climat. S'il vous plaît, j'ai une autre question. Concernant la généralisation des hubs hydrogène, est-ce que vous recherchez une synergie avec les autres industries automobiles, navales ? On n'a pas parlé des bateaux, mais peut-être ça peut être intéressant aussi, parce qu'on voit ce que ça pollue, les bateaux. Et pareil pour l'industrie automobile. Donc, en cherchant des synergies, est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer la mise à disposition, pas uniquement limitée aux aéroports, mais plus généralement dans tous les pays? Là, je parle de hubs d'utilisation. Il va y avoir des hubs de production qui pourront desservir différentes applications, notamment les applications industrielles. Alors, je ne suis pas sûr que les navires aient choisi leur solution, méthanol, méthane, etc. Mais il y a aussi beaucoup à base d'hydrogène, c'est sûr. Donc, et puis autour des sites industriels. Et ensuite, ça se transporte, l'hydrogène, par les différents utilisateurs. Donc il y a des synergies recherchées sur les productions. Il y a un plan Hydrogène France qui fixe des horizons et qui met tout le monde autour de la table et de manière à créer ces synergies. On a aussi un accord avec le maritime pour regarder les différentes solutions possibles et les synergies possibles. Il y aura beaucoup de synergies. Oui. Merci. Oui, je tiens à vous faire remarquer que là, vous venez de faire déjà le début du contenu de la conférence prochaine que j'ai annoncée le 30 mai.
sur l'énergie. Donc, évidemment, on peut prolonger la discussion ce soir, mais je vais vous inviter quand même à garder vos questions pour notre confrère, qui est également un confrère de Marc Amy, d'ailleurs, de l'Académie, puisqu'on parlera essentiellement du remplacement du kérosène avec les autres énergies. Et je pense que Xavier Bouys arrivera avec les quantités d'énergie électrique, les origines, etc. Et merci pour toi, évidemment, Marc, d'avoir introduit ça, mais effectivement, on pourra regarder ce sujet de manière beaucoup plus spécialisée. Là, on s'adresse à l'utilisateur, à l'avionneur, de cette énergie, de la meilleure façon de pouvoir voler dans le futur. Et voilà ce qui était le problème ce soir. Bon, écoutez, il est maintenant quand même 19h40. Je pense qu'il est temps de clore le sujet. Je tiens à remercier l'orateur brillant. Voilà. Alors, on voit qu'il y a encore un tas de questions, mais ce qu'on a bien compris, c'est qu'il y a une volonté bien marquée, et on le comprend pourquoi d'ailleurs, pour Airbus à être présent et répondre à la demande de la société dans le futur. Et être pionnier, hein, on garde cet esprit. Merci à vous tous. Merci. Bonne soirée.